L'Iran menace de sortir de l'accord du cessez-le-feu parce qu'Israël a frappé le Liban. Et en plus, il y a eu des centaines de morts. Israël était fâché parce que les États-Unis ont informé Tel Aviv tardivement de l'accord avec l'Iran. C'est donc une manière volontaire de se venger et de saboter l'accord. Les dégâts au Liban sont considérables. Il est 13h passé de 15 minutes. Quand retentit la première déflagration. Le panache de fumée est à peine localisé qu'une deuxième explosion se fait entendre. Puis une troisième. Au moins 10 bombardements en moins d'1 minute. Jamais Beyrouth n'avait connu un tel déluge de feu et d'acier. Sur la gauche, là, on a une réserve de gaz. S'il y a une fuite, c'est la catastrophe. La défense civile essaye de fermer le gaz, mais pour l'instant, on n'y arrive pas. Des habitants essayent ici de venir en aide aux pompiers au milieu d'une épaisse fumée noire et des voitures calcinées dans ce quartier qui n'est pourtant pas un bastion du Hezbollah. Je m'attendais à tout sauf à ça, à ce qui arrive ici, dans ce quartier à Beyrouth. Personne ne comprend pourquoi, c'est un choc. À Beyrouth, toute l'après-midi, le son des ambulances. Le bilan est extrêmement lourd. Les morts et les blessés se comptent par centaines. Les hôpitaux sont submergés. Autour des centres de santé, des gens attendent dans l'angoisse. Abonnez-vous, likez et partagez. J'explique tout sur Penser le Monde. Le 7 avril 2026, vers 20h, heure de Washington, Donald Trump rend public une annonce. C'est une trêve de 2 semaines qui vient d'être conclue avec l'Iran. En échange d'un arrêt des frappes, Téhéran ouvre les détroits d'Ormuz, ce qui est immédiatement appliqué. Moins de 12 heures plus tard à peine, le 8 avril 2026, on nous annonce la fermeture à nouveau du détroit d'Ormuz. C'est une réponse au non-respect de la trêve, parce que malgré l'accord du cessez-le-feu, Israël a frappé le Liban. Ils sont 4 navires seulement à avoir franchi le détroit d'Ormuz depuis l'annonce du cessez-le-feu. 4 bateaux, ici symbolisés par des flèches de couleur, qui ont longé les côtes iraniennes pour sortir du golfe Persique. Les navires pourraient être visés, comme c'était le cas au début de la guerre. Les armateurs sont donc prudents pour le moment. Les représentants des marins, eux, réclament des garanties de sécurité. Tel Aviv estime que le Liban n'est pas inclus dans la trêve. L'Iran dit que si, le Liban est inclus dans la trêve. Mais Israël refuse et bombarde. C'est sans doute l'une des journées les plus violentes depuis le début du conflit. Le Liban a vécu en quelques minutes une escalade d'une intensité rarement atteinte. Selon le porte-parole de l'armée israélienne Avichai Adrae, en l'espace de 10 minutes, plus de 100 cibles ont été frappées simultanément. L'armée israélienne affirme avoir visé des quartiers généraux, des centres de commandement, des infrastructures militaires et des systèmes de lancement de roquettes du Hezbollah, ainsi que des installations appartenant à des unités d'élite, dont la force Radwan et l'unité aérienne 127. L'armée israélienne a indiqué que ces frappes massives s'inscrivent dans le cadre d'une nouvelle opération baptisée « Obscurité éternelle ». Plus tôt dans la journée, une frappe particulièrement violente avait pulvérisé un immeuble à Abbasiyeh dans la région de Tyr. Au moment même où, sur le plan régional, les États-Unis et l'Iran s'accordent sur un cessez-le-feu de 2 semaines. Cet acte du point de vue de l'Iran, c'est une violation de la trêve qui est à peine signée. Mais c'est là que la controverse commence. Israël et les États-Unis affirment que le Liban n'était pas inclus dans la trêve. Qui leur a dit ça? Le Pakistan, qui joue le rôle de médiateur, et l'Iran, le principal concerné, affirment exactement le contraire. Selon Téhéran, Israël a violé la trêve en premier par ses frappes massives sur le Liban dès le 8 avril. Le Premier ministre pakistanais fait cette annonce. J'ai le plaisir d'annoncer que la République islamique d'Iran et les États-Unis d'Amérique, ainsi que leurs alliés, ont convenu d'un cessez-le-feu immédiat partout, y compris au Liban et ailleurs, avec effet immédiat. Mais 3 heures plus tard, message du bureau du Premier ministre israélien. Le cessez-le-feu de 2 semaines n'inclut pas le Liban. Petit rappel, si vous voulez passer à un niveau supérieur, allez faire un tour sur Holacraft. C'est notre plateforme de formation dédiée au métier du numérique. Dessins animés, montage, YouTube, programmation et on ajoute régulièrement du contenu. Que vous soyez en Europe, en Afrique, en Amérique ou ailleurs, le paiement mobile, carte bancaire, Google Pay et Apple Pay est disponible. Et pour les curieux, ma chaîne secondaire Archives du Monde est lancée. Les liens sont en description et en commentaire épinglés. Revenons au sujet.
Le ministère libanais de la Santé a fait état de plus de 200 morts. Pour l'Iran, la trêve couvrait l'ensemble de l'axe de la résistance, y compris le Hezbollah au Liban. Pour Israël et les États-Unis, la trêve ne concernait que les frappes directes entre les trois pays, c'est-à-dire Israël, l'Iran et les États-Unis, du moins les bases américaines dans le Golfe. Donc en gros, ils sont en train de dire là, non, l'Iran ne devait pas nous frapper, mais nous, on devait pouvoir frapper le Hezbollah au Liban. C'est comme ça qu'on doit comprendre ça. Cette différence d'interprétation n'est donc pas anodine, c'est pas une erreur. Ça détermine qui a violé en premier l'accord, point à la ligne. Et ça détermine forcément la légitimité de la réponse. L'Iran n'a jamais baissé la garde, bien conscient de savoir qui est l'adversaire en face et que cet adversaire n'a aucune parole. Ils n'ont aucune confiance aux paroles de l'entité israélo-américaine. Aucune. Ils ont déjà été trahis en pleine négociation et à plusieurs reprises. Téhéran ne voit pas cet événement comme un événement isolé, comme, une erreur. Non, c'est un pattern, un schéma qui se répète depuis plus de 20 ans. Le premier cas, par exemple, c'était en 2002, le discours sur l'axe du mal. C'était une trahison diplomatique post-coopération. Après les événements de septembre 2001, l'Iran avait coopéré activement avec les États-Unis contre les talibans en Afghanistan. Téhéran avait fourni du renseignement précieux, une aide logistique, avait même participé à la conférence de Bonn qui organise l'Afghanistan post-Taliban. La coopération était réelle, documentée, efficace. Et puis, le 29 janvier 2002, George W. Bush prononce son discours sur l'état de l'Union. Il inclut l'Iran dans ce qu'il désigne comme l'axe du mal, aux côtés de l'Irak et de la Corée du Nord. Mais pour Téhéran, c'est un coup de poignard dans le dos. La coopération prend une fin brutale. Les pourparlers qui étaient en cours s'arrêtent net. L'Iran reçoit une leçon avec un seau d'eau froide. Coopérer avec Washington ne garantit rien. Après ça, il y a eu un deuxième cas majeur en 2018. C'était le retrait unilatéral du JCPOA. C'est la trahison d'un accord négocié signé multilatéral. L'accord nucléaire de 2015, le JCPOA, est le fruit d'une longue négociation entre l'Iran et les États-Unis sous le mandat d'Obama, avec l'appui de l'Union européenne, de la Russie et de la Chine. L'Iran respecte pleinement ses engagements de A à Z. L'Agence internationale de l'énergie atomique le confirme même à plusieurs reprises dans ses rapports, avec des vérifications, même des espions de la CIA le confirment. Aucune violation iranienne. Mais le 8 mai 2018, Donald Trump retire comme ça, unilatéralement, du jour au lendemain, les États-Unis de l'accord. Il réimpose les sanctions maximales contre l'Iran. L'Iran qualifie cela de trahison d'une parole donnée et même de convention signée. Un accord international négocié pendant des années, jeté comme ça à la poubelle en quelques minutes. On dirait que Trump a boudé, il était agacé à ce moment-là. Dans un court laps de temps, le principal acteur de la terreur au monde sera sur le point d'acquérir les armes les plus dangereuses du monde. Par conséquent, j'annonce aujourd'hui que les États-Unis se retireront de l'accord nucléaire iranien. Dans quelques instants, je vais signer un mémorandum présidentiel pour commencer à rétablir les sanctions nucléaires américaines sur le régime iranien. Décision unilatérale à propos d'un accord pris de manière multilatérale. L'annonce du président américain mardi soir de la sortie des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien a de quoi inquiéter la communauté internationale. Pour Téhéran, c'est la preuve que la signature américaine ne vaut rien. Deuxième douche froide. Troisième événement, janvier 2020, l'assassinat de Qassem Soleimani. C'est une frappe surprise pendant une période de désescalade. Le contexte est celui de la tension dans le Golfe. Des attaques sur des pétroliers, des tirs contre des bases américaines en Irak. Mais il y avait un canal indirect de communication qui existait via l'Irak et Oman. Il n'était pas en guerre ouverte. Et le 3 janvier 2020, il y a un drone surprise qui fonce vers le général Qassem Soleimani à l'aéroport de Bagdad, sans avertissement. L'ordre de tirer a été donné par Donald Trump. Dans le viseur, le général Qassem Soleimani, dirigeant des gardiens de la Révolution. Il était aussi l'homme clé de l'influence iranienne en Irak. Ce vendredi, un raid américain cible un convoi de véhicules dans l'enceinte de l'aéroport de Bagdad. À bord, Qassem Soleimani, mais aussi Abou Mehdi al-Muhandis, son bras droit en Irak, et membre de la milice du Hached al-Shabi, une coalition paramilitaire pro-Iran. Deux hommes stratégiques dans les relations entre Bagdad et Téhéran, dont la mort ne pourra rester impunie. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a menacé de venger la mort de Soleimani. Le chef de la diplomatie iranienne dénonce l'engrenage. Soleimani, commandant de la force Al-Qaïda, deuxième personnalité la plus importante d'Iran après le guide suprême. L'Iran abandonne immédiatement plusieurs de ses engagements restant sur le JCPOA. Téhéran parle explicitement de trahison et de coups de poignard dans le dos encore. Même en période de tension contrôlée, Washington a frappé sans prévenir pendant toujours des négociations.
Quatrième cas, juin 2025. Les frappes américano-israéliennes sur les sites nucléaires. Une attaque surprise. En pleine négociation, toujours. Le contexte, il est important. C'est toujours important de comprendre le contexte. Parce que vous pouvez vous dire qu'ils étaient en guerre, donc c'est normal. Non, ils ne l'étaient pas. Des négociations nucléaires indirectes sont en cours. Oman joue un rôle de médiateur. Il y a des réunions à Rome et à Mascate pour un nouvel accord post-JCPOA. Les discussions étaient en train d'avancer. Et c'est comme ça que le 13 juin 2025, Israël lance une offensive majeure, appelée la guerre des 12 jours, sur les sites nucléaires iraniens. Les États-Unis ne se contentent pas de soutenir, ils participent activement. Les 21 et 22 juin, les bombardiers B-2 américains et les missiles Tomahawk frappent Fordo, Natanz et Ispahan. Les États-Unis affirment avoir touché 3 sites nucléaires iraniens, Ispahan, Natanz, mais surtout Fordo. Un bunker pour enrichir l'uranium, enfoui dans les montagnes à plus de 80 mètres de profondeur. Pour frapper ce site, inatteignable par les forces israéliennes, les Américains ont utilisé pour la première fois la bombe GBU-57. La plus grosse bombe non nucléaire au monde, capable de pénétrer à plusieurs dizaines de mètres avant d'exploser. Les bombardiers furtifs venus des États-Unis en ont lancé 12 sur Fordo, 2 sur Natanz. Et des missiles ont aussi été tirés depuis un sous-marin américain. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi déclare publiquement que les États-Unis ont trahi la diplomatie en pleine négociation. L'Iran qualifie tout ça de deuxième grande trahison sous Trump. Un cessez-le-feu fragile est signé le 24 juin et l'Iran de son côté accélère immédiatement l'enrichissement de son uranium nucléaire. La confiance est rompue une fois de plus. Et maintenant, le 5e cas avant la trêve qu'ils ont encore trahi s'est déroulé le 28 février 2026 dans l'opération Epic Fury. On a des frappes massives pendant les négociations actives. Oui, l'entité américano-israélienne a encore fait ça. Et une fois de plus, le timing est révélateur. Des négociations nucléaires directes sont en cours. Le Pakistan et Oman jouent les médiateurs. L'Iran accepte le cadre des discussions après des mois de pourparlers. Les discussions sont donc en train d'avancer. Et c'est comme ça que le 28 février 2026, les États-Unis et Israël lancent des centaines de frappes, missiles, drones, bombardiers B-2, B-52. Les cibles sont civiles, militaires, nucléaires et gouvernementales. Et surtout, l'opération réussit à assassiner le guide suprême Ali Khamenei et plusieurs hauts responsables iraniens. L'Iran fait comprendre que ces frappes ont eu lieu en pleine négociation, que Donald Trump a donné le feu vert alors que les discussions étaient en train d'avancer positivement. C'est donc le début de la guerre ouverte de 2026. Donald Trump a, lui, peu après, pris la parole sur son réseau social dans un message enregistré. Il a donc annoncé le lancement de cette opération militaire baptisée Fureur Épique. Écoutez le président américain. Nous allons détruire leurs missiles et anéantir leur industrie balistique. Elle sera totalement éradiquée. Nous allons anéantir leur marine. Nous allons faire en sorte que les groupes terroristes agissant dans la région ne puissent plus déstabiliser la région ni le monde. Et nous veillerons à ce que l'Iran n'obtienne pas l'arme nucléaire. C'est un message simple. Ils n'auront jamais l'arme nucléaire. Alors, il y a beaucoup de panique. Les magasins sont fermés depuis maintenant 2 heures. Le Conseil suprême de la sécurité nationale a affirmé que l'Iran répondra très durement donc à l'attaque qui a été menée par Israël et les États-Unis. La guerre ne sera pas de courte durée. C'est une longue guerre que prévoit l'Iran. La trêve fragile du 7 avril arrive plus d'1 mois plus tard. On parle de 5 semaines après. Donc, regardons maintenant le pattern global. C'est un schéma récurrent de trahison de la diplomatie par Washington. À chaque fois que des négociations semblent progresser, une décision américaine y met fin brutalement, dans la plus grande brutalité. Retrait d'accord, discours hostile ou alors frappe militaire directe. À chaque fois, ce sont les autres qui commencent et jamais l'Iran. Quand Israël frappe le Liban quelques heures après donc la signature de la trêve, sous les acclamations habituelles de Washington, Téhéran ne voit pas ça comme un incident isolé ou un malentendu. Téhéran voit la répétition du même scénario. Une fois de plus, les États-Unis et leurs maîtres israéliens trahissent un accord à peine signé. Cette lecture historique est essentielle donc pour comprendre pourquoi est-ce que l'Iran a immédiatement fermé le détroit d'Ormuz, aussi rapidement et aussi fermement que l'information sur l'attaque est apparue. Ce n'est pas une réaction impulsive, c'est une réponse basée sur 24 ans d'expérience. Donc, entre le moment où le détroit d'Ormuz a été réouvert et le moment où il a été refermé, à peine 4 bateaux ont pu passer.
La chronologie de l'opération israélienne au Liban montre que ça avait été préparé à l'avance et activé quand le Liban a baissé sa garde. Le déclenchement des frappes commence le matin du 8 avril et se poursuit en début d'après-midi. L'intensité est massive. Vraiment, c'était... Comme je dis, c'était préparé. Plus de 100 cibles sont touchées en moins de 10 minutes. Oui, ça va jusque-là. Une salve simultanée massive. Imaginez la coordination qu'il faut pour frapper autant de cibles en si peu de temps. 100 cibles en 10 minutes. On parle de 10 cibles chaque minute. Ça nécessite une planification aérienne complexe, une synchronisation parfaite entre les escadrilles et une connaissance précise du terrain. Aucune alerte préalable n'est donnée dans plusieurs zones résidentielles de Beyrouth Centre. Les habitants se sont littéralement réveillés sous les bombes. La couverture géographique de l'attaque montre qu'il ne s'agit pas d'une frappe ciblée sur un secteur précis. C'est une opération nationale qui frappe simultanément tout le Liban. À Beyrouth Centre, les immeubles d'habitation et des quartiers commerciaux sont touchés, notamment le quartier d'Abbasiyeh. Au sud Liban, les villes de Tyr, de Saïda sont visées, ainsi que plusieurs villages frontaliers. Dans la vallée de Bekaa à l'est, zone traditionnellement considérée comme l'un des bastions du Hezbollah, les frappes sont particulièrement intenses. Le mont Liban et la périphérie de Beyrouth ne sont pas épargnés non plus. C'est une opération totale qui couvre l'ensemble du territoire libanais. Les frappes touchent aussi les zones résidentielles et commerciales. Des immeubles civils s'effondrent, littéralement. Des quartiers entiers sont détruits. Je me demande où est l'ONU dans tout ça. Quand c'est pour voter une intervention militaire contre l'Iran, ils se sont rapidement mobilisés. Ils sont venus fâchés. Ils ont réuni les pays et lancé leur vote, au point où il a fallu l'intervention de la Chine et de la Russie pour arrêter ça. La décision prise aujourd'hui a empêché que le Conseil de sécurité ne soit détourné de sa mission pour légitimer une agression. En effet, la Russie et la Chine ont veillé à ce que le Conseil de sécurité ne soit pas instrumentalisé pour légitimer une agression et ce faisant, elles se sont fermement positionnées du bon côté de l'histoire. Voilà Israël qui frappe des civils pendant une trêve, ce qui est doublement un crime de guerre. Mais personne ne le voit. Il n'y a pas de réunion extraordinaire de l'ONU immédiatement. À quoi sert cette organisation? Si ce n'est bien évidemment attaquer les pays toujours plus faibles. Vraiment, fort avec les faibles. C'est tout ce que l'histoire retiendra de cette organisation. Les moyens militaires déployés montrent qu'Israël engage ses capacités aériennes les plus avancées. L'armée de l'air israélienne a très probablement utilisé les F-35 à dire. Ce sont des avions furtifs de 5e génération. Ces appareils peuvent pénétrer l'espace aérien libanais sans être détectés par les radars conventionnels. Comme je dis toujours, fort avec les faibles. Pour la saturation rapide nécessaire à une telle opération, les F-15 et les F-16, des avions multirôles, ont complété le dispositif. La combinaison de ces trois types d'appareils permet à la fois la furtivité, la puissance de feu et la capacité de frappe simultanée. Les munitions utilisées sont de haute précision. Ce sont les bombes guidées JDAM qui transforment les bombes classiques en munitions de précision grâce au GPS. Les bombes Spice, ce sont des bombes développées en Israël spécifiquement pour des frappes de précision tout temps. C'est-à-dire que ça permet de frapper même en cas de mauvaise visibilité. Donc quand il pleut, quand il y a un brouillard et j'en passe. Les missiles Rampage à longue portée qui frappent depuis l'espace aérien israélien sans que les avions n'aient besoin de pénétrer en profondeur au Liban. Pour les frappes à longue portée et contre des cibles stratégiques, les missiles air-sol Delila ou alors Popeye complètent l'arsenal pour des dégâts encore plus massifs. Il faut ajouter l'utilisation probable de drones armés pour la reconnaissance en temps réel et les frappes d'opportunité. Le mode aléatoire révèle une doctrine militaire claire. L'attaque en salve coordonnée vise à frapper simultanément plusieurs sites pour pouvoir maximiser les dégâts et l'effet de surprise. Cette simultanéité sature la défense aérienne libanaise et celle du Hezbollah. Même si des missiles anti-aériens sont tirés par le Hezbollah ou le Liban, ils ne peuvent pas intercepter 100 cibles en même temps. L'armée israélienne déclare avoir visé des centaines de membres du Hezbollah, dont au moins un commandant de haut rang et des infrastructures liées au mouvement pro-iranien. Le bilan humain et matériel est catastrophique parce qu'au 9 avril au matin, les chiffres provisoires fournis par le ministère libanais de la Santé et de la Défense font état de 254 morts. Au matin, je dis bien au matin du 9 avril. On n'est même pas encore au cours de la journée avec l'actualisation des chiffres. Ce nombre de victimes démontre la difficulté à extraire en fait les corps des décombres, voire même extraire même les gens qui étaient encore vivants dans les premières heures, puisqu'ils sont morts après de fatigue, de blessures et j'en passe. Le nombre de blessés est de 1165, toujours au matin du 9 avril. C'est le jour le plus meurtrier de la guerre au Liban. Les images qui circulent montrent des immeubles complètement effondrés à Beyrouth, des véhicules en feu dans les rues, des secouristes qui fouillent les décombres en main nue, des civils qui sont couverts de poussière et de sang. Ces images contrastent violemment avec l'annonce de la trêve la veille.
Une annonce de la trêve qui a fait en sorte que le Hezbollah baisse la garde. Est-ce que vous réalisez même tout ça pendant une trêve? Cette opération menée en pleine période de trêve déjà fragile, ça fragilise encore directement l'accord américano-israélien. Voilà le comportement des gens qui se font appeler l'axe du bien. On se retrouve dans une prochaine vidéo.